Merci. Pardon du retard tout à l'heure. Il y a eu un petit problème de bouchon. Donc, pardon. Je vous propose qu'on fasse une session de questions à l'issue des 3 communications de ce matin, de cette première partie de la matinée. D'accord ? Et donc, j'invite maintenant Alicia à venir. Alicia est maîtresse de conférences en langue et civilisation espagnole à l'Université de Paris-Vincennes-Saint-Denis. Elle a soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Nanterre sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Elle a publié 2 ouvrages sur ces 2 villes frontières, Vivre ensemble, conflit et cohabitation à Ceuta et Melilla, chez l'Harmattan en 2017, et Melilla, mosaïque culturelle, expérience interculturelle et relations sociolinguistiques dans une enclave espagnole, aussi publié chez l'Harmattan en 2014. Voilà, je remercie Daniel d'avoir présenté un premier volet de ce que on peut appeler street art, comme vous l'aurez supposé. Le street art, c'est une pratique qui est tentaculaire, en fait, qui permet d'établir des ponts entre des pratiques artistiques qui existaient avant le développement de ce street art qu'on connaît aujourd'hui et qui permet aussi d'établir des ponts avec ce qui va se faire. Et donc, nous allons avoir des exemples de toutes ces pratiques artistiques englobées dans ce grand chapeau qu'est le street art. Voilà. Est-ce que c'est bon, Alicia ? Tout est bon. Super. Voilà. Merci. Je vais juste contrôler le timing. Oui, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on te fasse signe J'ai bon, la montre, je pense que ça va aller. D'accord. Ça doit aller. D'accord. Okay. Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais m'intéresser à l'iconographie nationaliste et contestataire dans la ville de Ceuta. Donc, à la recherche d'une propagande nationaliste, vous me dites si vous m'entendez, si ça résonne ou non. Alors, à la recherche d'une propagande nationaliste, les autorités de Ceuta, ville espagnole enclavée au Maroc, ont procédé à une instrumentalisation de l'iconographie et de la toponymie urbaine. Contrairement à cet art public qui est celui des monuments officiels et du centre-ville, dans certains quartiers périphériques de la ville de Ceuta, tels que le quartier del Príncipe, l'art urbain est né dans un contexte de déclassement social et il apparaît comme une pratique spontanée qui dépasse en fait le désir d'embellir et va chercher à renverser vraiment le modèle social. Les murs et plus largement les rues à Ceuta se mettent au service d'une expression sociale et politique dont les finalités vont être multiples. Dans le cas du quartier del Príncipe, les mafias de la drogue ont tâché de marquer ce territoire de leur empreinte sociale et d'en disputer le monopole aux autorités locales. Mais les rues de ces quartiers sont également devenues l'expression d'une revendication culturelle, à savoir la culture d'origine, de la radicalité religieuse et du malaise social. Cette iconographie qu'aujourd'hui je vais essayer de vous montrer contribue vraiment à l'entretien d'une société divisée culturellement et géographiquement entre un centre-ville habité par des Espagnols d'origine péninsulaire où les traces iconographiques et textuelles du nationalisme espagnol saturent l'espace public et le quartier del Príncipe, un quartier périphérique ravagé par le chômage et la précarité dont les murs expriment la naissance d'un mouvement de révolte et l'existence des frontières communautaires. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais vous montrer le processus de reconstruction ou reconstitution historique et nationaliste de l'espace urbain dans la ville de Ceuta.
Dans un premier temps, je vais m'intéresser à la création des mythes et au besoin de créer, en fait, d'établir des référents historiques. À Ceuta, les autorités locales se sont servies de la nomenclature urbaine afin de transmettre une série de valeurs dites nationales aux habitants. Le paysage urbain de Ceuta a connu depuis quelques années la multiplication des monuments et des statues qui proposent un parcours historique de la ville par le biais de personnalités historiques et emblématiques liées à la ville de Ceuta et par leur écrit ou par leurs origines. Ce retour aux sources permet de reconstruire l'histoire locale en légitimant l'existence séculaire de la ville et ses liens avec le monde gréco-romain. Cette reconstitution de l'histoire de Ceuta trouve sa première expression dans la valeur symbolique octroyée à l'environnement naturel et notamment un énorme promontoire qu'on va l'appeler la femme morte en raison de sa silhouette. Donc pour les autorités locales, ce promontoire en fait est le résultat de ce que l'on pourrait appeler la première colonne d'Hercule. En revanche, pour les sources arabes qui ne sont jamais prises en compte, cette femme morte ne serait que l'image gisante du général Moussa ibn Nusayr qui commanda l'invasion musulmane de la péninsule en 711. De même, les deux colonnes d'Hercule, comme on les voit ici, les bustes des géographes et d'historiens, dont les écrits ont fait allusion à la ville de Ceuta, mais aussi des sculptures que je vais vous montrer par la suite, là, les bustes des géographes, d'historiens, nourrissent également cette quête de racines liées au monde gréco-romain. Ces références à des personnages historiques cherchent à donner des preuves de l'hispanité de la ville de Ceuta depuis un temps lointain, depuis un temps immémorial, et ces images vont montrer comment en fait Ceuta et l'Espagne sont liés. Ce sont deux territoires liés, même avant l'existence de l'Espagne, que l'on connaît l'Espagne moderne. Donc l'idée vraiment c'est de montrer l'éternelle hispanité de la ville de Ceuta. À cet égard, la découverte par les Portugais en 1415 constitue vraiment l'événement historique par excellence qui va permettre en fait d'affirmer l'entrée de la ville de Ceuta dans l'âge moderne. Cette période portugaise de la ville est symboliquement représentée dans l'espace urbain par les portraits de Dom Pedro de Meneses, à savoir le premier gouverneur portugais de la ville, et du prince Henri le Navigant. Je vais passer maintenant en fait à vous montrer un autre aspect que l'on va trouver dans nos centres-villes. Il s'agit cette fois-ci de l'iconographie nationaliste et de lieux de mémoire à Ceuta. Donc, dans cette ville, l'iconographie et la toponymie ont été étroitement liées au pouvoir religieux, comme le montre la succession d'églises ou d'images des vierges, et au pouvoir militaire, comme en témoigne le nombre de rues consacrées au franquisme, les monuments en hommage aux différents régimes militaires et aux batailles de la guerre d'Afrique. Ces lieux de mémoire dominent le paysage urbain tout en proposant une interprétation de l'histoire avec laquelle les habitants sont obligés de cohabiter. À Ceuta, l'architecture commémorative des réussites militaires trouve son meilleur exemple dans le monument consacré aux héros de la guerre d'Afrique, une guerre qui a eu lieu en 1859-1860. Cet ensemble monumental met en évidence une prise de position très claire en faveur de la sacralisation historique des héros et des martyrs de cette première guerre d'Afrique. Depuis le retour à la démocratie en Espagne, et notamment, comme le disait le camarade, depuis l'approbation de la loi de mémoire historique en 2007, de nombreuses villes espagnoles ont effacé de l'espace public
toutes les références historiques à la guerre, au coup d'État ou à la dictature. À Ceuta, par exemple, une ville qui est gouvernée, et par ailleurs, depuis les années 2000, par la droite conservatrice du Parti populaire, les autorités locales n'ont cessé de manifester leur refus du retrait des symboles franquistes et ou militaires en argumentant en fait leur caractère historique. Ces prises de position des autorités locales sont partagées par un certain nombre d'habitants qui affirment leur étonnement et leur incompréhension face à la remise en cause de la symbolique franquiste. Ces personnes constituent les rares survivants qui attestent de cette allégeance sociologique et résiduelle au franquisme qui persiste encore et toujours dans cette ville africaine. Ceuta, mais aussi Melilla, ne sont pas les seules villes espagnoles qui présentent encore des réminiscences de cette époque dans leur espace public. Mais il y a une chose qui va les différencier des autres villes. Elles furent je le dis en espagnol, les adelantadas del movimiento, à savoir les berceaux du soulèvement militaire franquiste et les deux premières villes où ce soulèvement va triompher. Dans l'actualité, le maire de cet enclave espagnol, le maire de Ceuta, continue à ne pas respecter cette loi de mémoire historique. La ville dispose toujours d'un important nombre de symboles franquistes dans son paysage urbain. Le souvenir du soulèvement militaire et de la dictature se maintient présent dans les noms des rues, comme le montre par exemple, je vous donne un petit exemple, une rue qui s'appelle José García Morato, c'est-à-dire le plus important aviateur de l'armée franquiste. Sur l'entrée du bâtiment de l'hôpital militaire O'Donnell de Ceuta, une plaque commémore toujours des chefs, des officiers et des soldats franquistes morts pendant la guerre civile. Un autre symbole franquiste se trouve à l'intérieur de la caserne Teniente Ruiz, où sur un blason en plâtre est gravé le slogan franquiste Una grande y libre. De même, à l'Institut national du logement, les flèches et le joug présents dans le blason phalangiste, du nom de l'organisation politique d'obéissance fasciste, accueillent encore et toujours les visitants, le visiteur. Alors, l'omniprésence de ces legs perpétue en fait l'image de Ceuta comme une ciudad cuartel, à savoir une ville caserne, fortement imprégnée de l'héritage franquiste, faisant de cette enclave, dans l'imaginaire collectif, notamment des Espagnols, un noyau dur de l'extrême droite et du nationalisme espagnol. Au final, l'ensemble de ces exemples montre bien que, malgré la pression de certains habitants et des associations pour la récupération de la mémoire historique, Ceuta, pour qui ces symboles ne sont que la preuve d'un anachronisme historique, le maire conservateur de Ceuta a délégitimé ces pétitions au nom de l'héritage historique laissé par ces personnages, et notamment par Franco. Ces faits traduisent le poids du nationalisme espagnol combatif qui demeure aujourd'hui encore imprégné du legs franquiste, au moins dans le centre-ville de Ceuta. Compte tenu de cette nostalgie nationale catholique véhiculée dans l'entretien urbain d'un âge d'or, à savoir le franquisme, et des guerres d'Afrique, il est assez aisé de comprendre qu'il demeure problématique pour toute une partie de la population de cette ville, et notamment pour les Espagnols d'origine marocaine qui sont presque majoritaires à habiter la ville de Ceuta, de s'identifier avec ces symboles franquistes ou liés à la guerre et aux guerres d'Afrique. Je vais passer maintenant à la deuxième partie.
Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'iconographie contestataire dans le quartier del Principe. On va passer du centre à la périphérie et on va voir qu'est-ce que l'on trouve en périphérie. Donc dans le quartier del Principe, l'espace public offre aux habitants rebelles une opportunité pour se faire connaître et faire entendre leur voix protestataire, mais aussi une opportunité d'exister dans une ville qui les marginalise. Ce sont ces images et ces messages qui constituent, à mon avis, un excellent thermomètre social. Le quartier del Principe. Ce quartier périphérique est souvent considéré dans les médias espagnols comme l'un des quartiers les plus dangereux de l'Espagne, mais aussi l'un des quartiers les plus pauvres. Si l'anarchie urbanistique qui règne est la preuve de l'abandon chronique dont il fait l'objet de la part des autorités locales, la violence de la drogue, la menace du djihadisme et le besoin de survivre constituent le quotidien de ses habitants. Situé à quelques mètres de la frontière avec le Maroc, El Principe concentre tous les mauvais indicateurs socio-économiques. De plus, la multiculturalité, qui à un moment donné était vraiment d'actualité dans le quartier, parce qu'il s'agissait d'une zone en fait, qui était habitée par les Espagnols d'origine péninsulaire, mais aussi par des Espagnols d'origine marocaine. Aujourd'hui, cette multiculturalité a complètement disparu, puisqu'une seule famille catholique vit au jour d'aujourd'hui dans ce quartier. De même, le quartier pâtit d'une forte pression migratoire, car aux 12 000 habitants qui vivent entassés dans des maisons délabrées et souvent sans titre de propriété, sont venus s'ajouter plus de 3 000 Marocains, ce qui lui a valu la considération de ghetto musulman. Un abandon, notamment de la part des autorités locales, qui a enraciné le sentiment d'exclusion chez les habitants, qui se considèrent comme des habitants, en fait, des citoyens de seconde. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les registres iconographiques, quels sont les registres d'une iconographie contestataire que j'ai pu trouver dans les rues de ces quartiers. Les propos des tags et des inscriptions dans les murs del Principe sont multiples, souvent ambigus et métaphoriques. Ainsi, si certains témoignent en fait de ambitions activistes afin d'exister socialement en investissant l'espace public de la rue pour y inscrire des revendications de nature religieuse ou sociale, d'autres tags, d'autres graffitis cherchent à mettre sur le devant de l'agenda médiatique des thématiques jusqu'alors négligées ou déjouées par les pouvoirs politiques locaux. Le premier registre est celui des tags qui vont montrer en fait l'exclusion sociale et identitaire. Le premier registre, donc quoique minoritaire, relève d'une révolte populaire du quartier menée par certains habitants, habités par un fort sentiment d'exclusion sociale. C'est ce que nous transmettent ces tags, exprimant en effet le mécontentement en raison du manque d'éclairage public pendant les soirées du Ramadan. Le sentiment d'exclusion génère, comme le montre donc le tag, une volonté de dégradation urbaine et de destruction. Le quartier del Principe pâtit d'une image négative, d'une image publique négative. Je ne peux pas avancer. Voilà. D'une image publique négative qui le rattache directement à la violence et à la misère et à l'insécurité. Loin des euphémismes des autorités qui nient son abandon, préférons y voir un quartier avec des problématiques, je le mets entre guillemets, les habitants eux-mêmes, malgré leur attachement au quartier, le qualifient de ghetto, de poudrière ou de territorio comanche, comme on le voit ici, que l'on peut traduire par territoire ennemi, tel que le montre le tag, à savoir un territoire hors la loi.
El Principe est ainsi devenu une enclave à forte concentration de minorités, marocaines d'un côté et espagnoles d'origine marocaine de l'autre. L'inscription murale est si présent, et peut être interprétée comme une réaction, mais aussi une action permettant d'intensifier leur non-citoyenneté à travers l'agressivité et les menaces. Assignés quotidiennement à une différence insurmontable, certains habitants du quartier del Principe en prennent acte et s'emparent des murs pour dénoncer le racisme rampant dont ils sont souvent la cible. Les tags suivants illustrent la volonté de repousser l'autre et façonnent la rupture avec la communauté majoritaire, à savoir celle des caballas, on le lit, c'est-à-dire les Espagnols, le nom qu'on donne aux Espagnols d'origine péninsulaire. Des inscriptions murales qui marquent le territoire d'une logique de communautarisation et qui témoignent de manière provocatrice et ostentatoire de la fragmentation sociale, de la division sociale à Ceuta. On va voir maintenant un deuxième registre. Cette fois-ci, il s'agit des tags qui vont montrer le prosélytisme religieux. Dans la panoplie des tags contestataires dans le quartier, dans El Principe, on cherche également à faire exister et à rendre visible une appartenance religieuse en la façonnant sur le mur. Ainsi, sous la forme d'expression de soutien, la religion est devenue un référent identitaire. La promotion de l'État islamique par le biais des tags rapides et du traçage des 3 lettres, ISIS, montre par ailleurs la portée du djihadisme dans le quartier, tout comme sa présence, sa mainmise sur l'espace public. La propagande djihadiste prend également la forme d'insultes et d'intimidation anti-chrétiens. J'ai trouvé des tags sur lesquels on peut lire « infidèle de merde » ou « notre prophète existe toujours ». Des tags que l'on trouve sur certains murs proches, notamment des églises. Ces inscriptions en faveur de l'État islamique, en plus de terroriser la ville, mettent ses habitants sous tension. Elles ravivent, et ces inscriptions, ces tags, ravivent les tensions communautaires et imposent une nouvelle grille de lecture, celle du choc de civilisation, tout en contribuant à façonner une réalité fantasmée, à savoir celle d'un quartier, voire d'une ville tout entière, en proie à une guerre de religion. La logique du contre les autres s'est renforcée dans la ville de Ceuta, comme en témoignent ces inscriptions qui s'adressent comme des exemples de l'intolérance fondamentaliste régnante. Le rejet de l'autre, cette fois-ci des musulmans, exprimé dans le tag suivant, montre comment, derrière la revendication d'un engagement religieux, se cache en réalité la portée du racisme ordinaire. À la lecture du tag « Volver a vuestro país », que l'on peut voir là à droite, donc Volver a vuestro país ou Rentrez chez vous, qui relève d'une pensée profondément discriminatoire, on se rend compte de la persistance du sentiment anti-musulman et de l'exclusion des habitants d'origine marocaine d'une société qui les considère encore et toujours comme des étrangers. Maintenant, je vais avancer un petit peu plus. Je ne sais pas trop si je suis... Il faut finir. Il me reste 5 minutes, pas plus. Maintenant, je vais vous parler des tags en fait, qui vont montrer la mise en question des institutions et de l'autorité locale. Donc, un autre registre iconographique bien affirmé témoigne de l'existence d'une mémoire conflictuelle et de rapports tendus avec les autorités et l'institution. Perçus comme les gardiens d'un système jugé et autoritaire et méprisant envers les musulmans,
de Ceuta, la haine anti-flic est bien présente sur les murs du quartier. Le recours systématique à la négative non, on voit ici no queremos policías ou on ne veut pas, de même que l'usage et le recours au champ sémantique du mépris avec des verbes tels que fuera ou dehors ou fac ou me cago en pour faire référence aux forces de l'ordre sont autant de signes du rapport conflictuel entre la police et les habitants de ces quartiers. Dernier registre, les narco-graffitis. Certains sigles, acronymes et références biographiques très présents sur les façades rebelles du quartier del Príncipe ont pour finalité de renforcer l'ambiance mystérieuse qui règne dans le quartier où la présence des capos ou des petits chefs est très répandue. L'État contribue ainsi à la pérennisation d'une communauté de la peur en matérialisant les conflits et rivalités entre les capos et les bandes rivales. Dans El Príncipe, les inscriptions telles que Muerta los chotas, chotas no, qu'on peut lire ici, ou Si hablas, estás muerto, si tu parles, tu es mort, mort aux balances ou dehors les balances, rappellent que le silence constitue une règle de conduite, un principe essentiel que personne ne doit oublier, faute de voir son existence menacée. Survivre grâce au trafic de la drogue est devenu une perspective désirable, parfois la seule, pour une bonne partie de la jeunesse, notamment du quartier. Et de ce fait, les expressions murales, narcos, qui se sont un petit peu ou petit à petit ancrées dans le paysage urbain de ces quartiers, ne font que dévoiler une réalité socio-économique très répandue dans le quartier. Peut-être je pourrais m'arrêter ici, sinon je peux dire 2 lignes pour conclure, mais comme vous, voilà. Donc, de manière générale, l'étude de l'iconographie nationaliste et contestataire apparaît comme une véritable grille de lecture pour comprendre la société de la ville frontière de Ceuta. Quel que soit le support ou le format, ces images fixes, ces inscriptions murales, ces monuments historiques sont indissociables de l'existence d'une pratique contestataire dans le quartier périphérique del Príncipe et d'un nationalisme banal mais très revendiqué dans les rues du centre-ville de cet enclave espagnol. Merci beaucoup.